Voilà, donc il s'agit bien de l'Eratokritos. Alors, littéralement, ça veut dire celui qui souffre d'amour. Donc c'est un texte, on utilisera certains morceaux qu'on a traduits dans le cadre de notre thèse. Alors, donc l'époque, le contexte, on en parlait tout à l'heure avec une famille allemande, comme disait Camus. Il s'agit du XVIIe siècle, donc au niveau de la Crète, on est dans une époque qu'on appelle helléno-crétoise, donc on est dans le cadre vénitien. Le livre, on ne sait pas bien dire quelle est la date précise, mais on pense que c'est 1628. Alors pourquoi? Tout d'abord, vu le texte, on voit bien qu'il doit être postérieur à 1620, à cause des références littéraires, et puis il doit être antérieur à 1669, qui est l'invasion de la Crète par la Turquie, donc il va représenter un grand changement par rapport à l'époque vénitienne. Donc l'auteur, initialement, on pensait que c'était un auteur de deux textes. Donc l'un c'est le sacrifice d'Abraham et l'autre c'est le Tokritos. Le sacrifice d'Abraham est un texte évidemment religieux, mais avec une structure, si vous voulez, on va dire presque profane. Et avec le Tokritos, on a une création à part entière. Donc il s'agit d'un noble vénitien crétois, donc quelqu'un qui avait commencé à écrire des poèmes en italien, plus précisément en vénitien, pour pas créer de pli. Et il appartenait à ce qu'on appelle l'Académie extravagante, des extravagants. Et dans ce cadre-là, c'est une académie, bon, il faut imaginer comme ici, ils se retrouvaient une fois par semaine et chacun disait ses créations par rapport à ce contexte. Donc la structure littéraire de l'objet, c'est assez simple, entre guillemets, c'est l'objet le plus complexe qui existe dans la littérature grecque de cette époque, et même des époques postérieures. Donc c'est un texte qui a une grande envergure, il correspond à 10 000 vers. Donc pour vous rendre compte, pour les lecteurs de théâtre français, des pièces de Molière, par exemple comme le Tartuffe, c'est autour de 1900 vers. Donc avec, je parle d'Alexandra, donc là c'est pareil, on a des vers qui sont de 15 pieds, donc c'est le pied qui est le plus naturel en Grèce, donc c'est ce qu'on appelle le vers politique, donc police de la ville, donc sous-entendu de Byzance. Et ça correspond à une structure de vers, donc pas exactement du 15. Vous savez, en France, on a l'alexandrin avec la césure à la litige, avec le 6-6. Vous comprenez bien qu'avec du 15, c'est un peu plus difficile. Donc en réalité, c'est du 8-7. Et l'accentuation s'effectue toujours sur les syllabes paires. Ça crée quand même une difficulté pour le poète. Donc vous imaginez quand même quelqu'un qui a écrit 10 000 vers, qui sont tous de 15 pieds, donc rimés, donc rime plate, riche, et ensuite accentué toujours sur les voyelles qui se trouvent dans les positions paires, ça représente déjà une gageure. Et il faut se rendre compte, donc, sur le plan même de la combinatoire poétique, je parle plutôt à des gens qui connaissent aussi l'Oulipo, c'est quand même difficile, déjà en soi. Par ailleurs, donc, c'est une œuvre qui se veut, si vous voulez, diachronique. Alors, au départ, toujours pareil, on a des œuvres diachroniques, on a des critiques qui sont non spécialistes, parce que bon, les critiques, ils ont aussi cette qualité, ils arrivent à être non spécialistes en étant critiques. Donc le premier commentaire qu'il a suivi cet auteur, pour les époques plus modernes, c'était de dire qu'il était anachronique. Voilà. Alors qu'en fait, dans le texte, par la suite, les critiques plus spécialisées ont montré que cet aspect diachronique qui semble anachronique pour des gens qui regardent uniquement le caractère synchronique d'une œuvre. Donc vous avez des prénoms qui ont un sens. Donc par exemple, le prénom du héros Eratokritos, qui veut dire celui qui souffre d'amour. Et tous ces prénoms ont une signification concrète. Par exemple, le roi s'appelle Héraclès, l'héroïne s'appelle Arétusa, donc qui veut dire la vertueuse. Et au départ, la trame, donc là je parle pour des locuteurs français, mais d'un ancien français, ça correspond à Paris et Vienne. Donc c'est quand même du roman du Moyen-Âge. Donc imaginez par exemple les chansons de gestes.
Pour ceux qui sont plus italianisants, Orlando Furioso, Orlando Furieux. Et dans ce cadre-là, on a une influence de l'Arioste et du Tasse. Mais par la suite, on a une déformation qui est due à la position vénitienne et crétoise. Donc on a un enrichissement de la trame. Alors, le texte, en gros, se bâtit autour de 5 chants. Vous avez donc les chants impairs qui concernent, si vous voulez, l'amour, et les chants pairs qui concernent les combats. Donc le premier, c'est un tournoi, et le deuxième, c'est la guerre. Il faut vous rappeler que, parce que vous êtes quand même bien sensible en France sur le problème de la chevalerie, c'est que les tournois de chevalerie, parmi les premiers tournois qu'on a dans l'Europe, en réalité, ils se situent à Chypre. Et au départ, l'apparat du chevalier, avec, si vous voulez, les couleurs et tout ce qui porte au niveau des armoiries, n'était quasiment pas présent. C'est seulement qu'on va avoir une définition dans les tournois pour indiquer aux gens qui regardent le tournoi qui est qui, on a commencé à mettre bien plus de couleurs, alors qu'au départ, c'était des choses très discrètes. Donc dans ce cadre-là, on a une référence, donc on a 2464 vers qui concernent uniquement le tournoi. Alors pour les gens qui sont un peu plus spécialistes d'histoire, c'est assez intéressant parce que le tournoi pourrait sembler, si vous voulez, comme l'opéra dei pupi qu'on a en Italie, c'est-à-dire en fait, vous savez, avec les spadassins qui vont représenter quelque chose de relativement simpliste. En réalité, quand vous observez le tournoi et vous regardez comment s'effectuent les duels, vous avez des références historiques par rapport au positionnement des Vénitiens crétois, ce qui fait que quand on a une joute, celui qui tombe et la façon dont il tombe est révélatrice de la relation avec Venise et la Crète. Vous voyez? Donc, s'il se mange complètement, c'est un ennemi. Vous voyez? Alors, pour vous voyez la différence, par exemple, quand le héros va lutter contre le prince de Byzance, il va y avoir égalité. Vous voyez? Donc, si vous voulez, c'est très codé, donc on a un texte très codifié par la suite, et ensuite, si vous voulez, explicité par Egil Denningsel, qui est donc un spécialiste scandinave, mais donc très fort dans le domaine. Et si vous voulez, il a codé chacune des joutes qu'on a mis en place pour montrer quelles sont les relations hiérarchiques de la chevalerie de l'époque, qui est évidemment post-chevalerie, puisqu'on est quand même autour de 1600. Et en même temps, c'est pour vous rendre compte aussi que c'est un texte qui est toujours très vivant. Donc en Grèce, il est chanté. Donc il faut vous rendre compte, c'est à peu près l'équivalent de Don Quichotte pour les Espagnols. Vous voyez, donc Don Quichotte, c'est 1601-1610, avec les deux versions. Vous vous rappelez que Cervantes avait eu tellement de succès qu'il avait des copieurs, donc il a décidé de faire un deuxième volume où il fait mourir Don Quichotte pour ne plus avoir de copieurs. Et on est autour de cette période. Donc il faut vous rendre compte qu'au niveau de la France, on est autour de Molière. Au niveau de l'Espagne, on est autour de Cervantes. Et ça, c'est relié. Si vous vous rappelez que Cervantes avait fait partie des combattants de la bataille de Lépante. Donc, et d'ailleurs, il avait perdu son bras. C'est pour ça qu'il avait d'ailleurs son surnom. Voilà, exactement. Donc, c'est quelqu'un qui parle vraiment de ce qu'il a vécu, et c'est dans ce cadre-là, de ce type d'analyse, que quand on lit le texte, donc on a, si vous voulez, la période de l'époque. Parce que vous vous rappelez quand même que Don Quichotte est une exception dans le domaine, c'est presque Milan Kundera, vu que c'est le premier roman de l'époque, c'est que là, en fait, tout est très lent. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire très lent. Donc, pour les hommes et les femmes sont plus sensibles à ça, parce que bon, les hommes, je vous disais précédemment, c'était un peu trop féminin, donc vous allez voir ce que c'est maintenant le trop féminin. Ils mettent quand même 2216 vers pour se rencontrer. D'accord? Alors, vous allez me dire, bon, bah, alors ils l'ont fait. Ce que je veux dire par rencontrer, c'est à travers une grille en métal, et ils se voient à travers. Alors, il faut bien se rendre compte qu'on est à une époque où il n'y a pas de télévision, où tout est très lent, et on aime bien relire le texte là où on l'a laissé. Donc, parce qu'il faut imaginer que donc, un texte de 10 000 vers, vous ne le lisez pas comme ça vite fait,
Et en général, ils avaient l'habitude à cette époque de le lire plusieurs soirées et de le comprendre à partir du moment où on a les débuts de chant. Donc dans ce cadre-là, vous avez une intrigue relativement lente, on pourrait dire. Alors ça correspond un peu au problème qu'on a à l'opéra, quand on est dans un opéra où il n'y a pas vraiment beaucoup de récitatifs, parce que quand il y a le récitatif, on fait avancer l'action, vous savez bien, alors que quand on a beaucoup d'arias, évidemment ça ralentit. Donc là, il faut imaginer que c'est une grande aria de 10 000 vers. Voilà. Et en termes de durée, il faudrait le comparer, si vous voulez, à Cromwell de Victor Hugo. C'est pour ça que ces pièces sont quand même rarement jouées d'un seul tenant. Donc, la première partie correspond... Alors, vous avez quand même une lutte des classes, comme d'habitude. Hein, c'est-à-dire que la princesse, évidemment, elle est princesse, et évidemment, son amoureux, c'est simplement le fils du conseiller du roi. Donc, ça commence mal, vous imaginez. Sur le problème de la situation, évidemment, ils sont assez proches, donc ils se connaissent depuis très peu, très petits, et au fur et à mesure évolue une histoire d'amour un peu complexe. Alors basée, comme je vous l'ai dit, sur Paris et Vienne, donc une trame peut-être un peu tirée par les cheveux pour une époque contemporaine, mais pour l'époque c'était très bien la tétrapléoctomie. Donc l'idée c'est que ils se rencontrent, il y a un rejet. Ils vont chanter, donc il y a un phénomène qui va jouer sur l'inconnu. Donc qui chante pour cette femme? Donc je pense que vous êtes sensible aussi à l'humour, donc je pense que vous connaissez bien aussi La Folie des Grandeurs, et vous savez bien que quand ils chantent sous la fenêtre, c'est tout un problème de savoir qui chante. Et bien là c'est exactement la même chose. On a donc le héros et son ami qui chantent pour aller tous. Le roi envoie des soldats parce qu'ils sont énervés de ne pas savoir qui c'est, et finalement, les deux héros tuent tous les soldats qui sont venus les chercher. Et donc là, d'un seul coup, on commence à se rendre compte que ce n'est pas simplement le fils du conseiller, il a des aptitudes qui sont, disons, plus nobles dans l'aspect de l'époque. Ensuite, donc, il va y avoir le tournoi sur l'ensemble de la Grèce. Donc là, très important pour les historiens, puisqu'on arrive à voir toutes les régions de la Grèce. Attention, de l'époque, avec les relations de l'époque. Et le tournoi, il a un peu cette complexité. Vous vous rappelez, c'est comme pour le tennis avec le classement ATP. Au départ, en fait, aux tennismen, on devait leur donner le classement ELO. Alors, ils n'en ont pas voulu, ils ont dit que c'était trop compliqué. Et c'est les joueurs d'échecs qui l'ont récupéré. Et pensez que maintenant, on considère quand même que le classement ATP est compliqué. Alors, c'est pareil pour le tournoi. Il y a tout un jeu subtil, qui va jouer contre qui, dans quel ordre. Et au moment où il y a le démarrage de tournoi, où on se dit, bon, bah, c'est un tournoi à régler, eh bien, d'un seul coup, on a un scandale, puisqu'il y a un karamanite. Alors, un karamanite, on considère que pour l'époque, c'est l'appellation, disons, un peu savante du mot turc, sans utiliser le mot turc, qui vient et qui dit que cette personne a piqué l'épée de mon père. Et donc, ça commence par un scandale. Ils vont même décider de faire un duel avant même le tournoi, un duel, évidemment, jusqu'à la mort de l'un des deux, et c'est ce qui arrive d'ailleurs. Ensuite, on a le tournoi avec toutes ces références. Alors, c'était très intéressant. Si vous vous rappelez la relation des octaves, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez 8 vers, là, vous avez des vers qui précisent les armoiries de chacun des chevaliers. Donc, on sait exactement ce qu'il porte à la tête et ce qu'il porte au niveau de son bouclier. Ça nous permet de le définir. Quand il n'est pas bien défini, l'auteur rajoute des vers pour expliciter l'histoire et expliquer la devise. Donc il y a toutes les caractéristiques des devises qui sont très importantes. Je vous ai dit le problème du rapprochement. Évidemment, de façon mystérieuse, le héros appartient lui aussi aux personnes du tournoi. Donc imaginez une intrigue de type Ivanhoe, on va dire. J'essaie de vous faire d'autres références, parce que évidemment, quand le texte vous l'avez jamais vu, vous vous demandez à quoi il ressemble. Donc on a ce type d'intrigue où on a quelqu'un qui est inconnu, qui fait partie donc des jouteurs, et qui finalement va gagner. Donc le gain, c'est évidemment une rose de la part de... Voilà, vous l'avez trouvé. Donc ça pose un problème parce qu'au bout d'un moment, il est obligé de dire qui il est. Alors comme il dit qui il est, eh bien il est rejeté. Donc il part en exil et la princesse est mise en prison.
Voilà. Et c'est le troisième chant, qui est un chant un peu plus compliqué. Donc il faut imaginer une séparation des deux amants. Alors deux amants, on est d'accord, hein, c'est amants avec des guillemets évidemment. Donc ils se sont vus à travers la grille et l'une a donné la rose à l'autre. C'est ça, amant, pour que pas vous imaginez l'autre chose. Donc, et on arrive finalement au chant 4 qui correspond à la guerre que mène le roi. Et dans le cadre de cette guerre, contre la Moldo-Valachie, donc ça correspond, si vous voulez, au Valach et donc à la zone roumaine, on va dire. Alors là, c'est assez intéressant aussi, c'est le choix, au niveau du texte littéraire, le choix de l'ennemi. Alors le choix de l'ennemi, il fallait que ce soit un ennemi qui soit ennemi, mais digne. Alors vous allez me dire pourquoi? Bien parce qu'en fait, dans le cadre de cette guerre, donc elle est vraiment sanglante, et au bout d'un moment, il décide de faire un duel entre les champions. Et le gain de ce duel permet de terminer la guerre. Donc vous imaginez évidemment que si vous avez pris un ennemi que vous considérez qu'il est indigne, c'est pas avec un duel de champions que ça va se régler. Donc c'est assez important de voir la différence. Ça nous donne aussi la possibilité de, si vous voulez, un peu de stigmatiser la relation de Venise par rapport aux autres autour d'elle à cette époque-là. C'est qu'elle considère par exemple que Caramanide ne peut que provoquer un scandale et donner une joute à mort sans pouvoir être digne d'être un vrai adversaire, alors qu'elle considère que la Moldo-Valachie est un adversaire de taille respectable qui va respecter, si vous voulez, les accords. Donc, c'est ce qui s'effectue, et évidemment, dans ce cadre-là, Herodotus fait partie des gens qui guerroient avec le roi, mais incognito. Et on finit par le reconnaître, disons, pas par le reconnaître, mais connaître sa valeur. Et donc, on se dit, hop, ça va être le champion. Et donc là se pose un problème, puisque le roi a promis au champion d'être le mari de sa fille. Voilà, vous voyez, ça commence à devenir un peu complexe. Donc d'un seul coup, il y a, évidemment, on découvre que c'est Herodotus. Alors, ça provoque, si vous voulez, une sorte de paradoxe, puisque c'était quelqu'un qui était en exil, qu'il ne fallait surtout pas qu'il revienne dans le royaume, et en réalité, c'est le champion du royaume. Voilà. Donc, au niveau maintenant, on dépasse cet événement, je ne vous raconte pas toute l'intrigue pour pas tout dévoiler, et on arrive donc au niveau du 5e chant, qui lui est un peu plus subtil au niveau du style amoureux, puisqu'ils vont se retrouver, mais avant de se retrouver, Herodotus va faire ce qu'on appelle un subterfuge, c'est pour vérifier qu'elle l'aime vraiment, il se déguise. Et donc il arrive avec la bague qui s'était offerte en disant que l'autre est mort, lui-même. Et donc on a tout un pan du chant qui est très, si vous voulez, très amoureux dans le sens noble du terme, donc des passages très beaux au niveau littéraire, qui correspond, si vous voulez, à la découverte petit à petit de la véritable personnalité de la personne qui vient voir la princesse en prison, qui elle évidemment est en prison, elle ne mange pas, elle est sale. Donc, vous voyez, c'est ce contexte. Donc quelqu'un arrive en tant que champion et connaissant de grande valeur et va voir la princesse dans une condition infâme par rapport à ce qu'elle était. Et donc cette opposition et cette rupture de style, c'est quelque chose de moderne pour l'époque. On n'osait pas faire ça, les princesses. Et c'est assez intéressant de voir comment ça a été traité par l'auteur. Donc, si vous voulez, donc, ça correspond à une œuvre très riche, pleine de rebondissements, tout en n'oubliant pas que vous êtes au XVIIe siècle. Hein, donc, n'imaginez pas des rebondissements qui vont vous surprendre à l'américaine. Mais je parle de rebondissements réels pour l'époque, parce que si vous lisez les textes de l'époque, vous allez voir que la notion de rebondissement est quand même assez faible. D'ailleurs, je suis prêt à quasiment vous défier sur la chose suivante, c'est est-ce que vous avez lu Don Quichotte jusqu'au bout? Parce que le problème, c'est que Don Quichotte fait tellement de digressions sur
sur 2 volumes qui fait des digressions, et je vous rappelle que la première digression qu'il fait dure presque 120 pages. Donc c'est quelque chose que maintenant on n'oserait pas faire, parce qu'on dirait bon, c'est un autre livre. Donc, et là c'est à peu près pareil. Alors il fallait imaginer que le texte il est construit comment? Comme un narrateur. Peut-être que Anne-Marie pourrait vous lire quelques passages, comme ça vous saurez un peu de quoi ça parle. Alors nous avons traduit le chant A et le chant B à partir du grec. Donc on est parti de vers de 15 pieds 8-7. On les a mis en vers de 12 pieds assonantés. Alors de temps en temps, ça correspond à des alessandrins. Mais vous n'oubliez pas le problème de l'hémistiche, parce que comme on est dans le domaine de la traduction, quand vous êtes du 8 pour passer à du 6, c'est pas pareil que d'être du 7 pour passer à du 6. D'accord? Alors pour vous rendre compte aussi des diminutions, c'est qu'un vers de 15 pieds en grec, en moyenne, il est traduisible par un vers de 12 pieds en français et par un vers de 10 pieds en anglais. Je ne connais pas pour l'allemand, voilà, je sentais venir l'horloger, donc je ne sais pas pour l'allemand, je ne sais pas. Il faudrait voir dans des textes plus anciens, donc dans les chansons de gestes, mais je sais que cette compression est effective, et donc ça pose aussi des problèmes pour le traducteur, pour garder la rime. Alors attention, je vous ai dit, c'est des rimes plates, souvent donc riches, mais pour avoir les équivalents, dans ce qu'on appelle les duos, donc on peut caractériser un auteur par l'ensemble des duos qu'il utilise à la rime. Parce que n'oubliez pas que la rime, c'est une rime franque. Donc la rime grecque n'existait pas. C'est ce qu'on appelle en fait une structure à tri hémistiche. Donc c'est un vers et demi avec une structure métrique. Donc quand arrivent les francs, ils commencent à imposer, au niveau littéraire, ce qu'on appelle la rime. Donc la même terminaison des mots. Alors là, ça pose un autre problème, évidemment, parce que vous avez la traduction, mais les 2 mots que vous trouvez en traduction ne riment pas du tout. Voilà, donc il faut trouver après des équivalents et se retrouver aussi avec un dictionnaire de poésie à l'envers pour trouver des rimes équivalentes. Voilà. Donc, Anne-Marie, tu vas peut-être commencer par le début. Donc, comment on commence le texte? Juste, elle va vous lire quelques extraits pour que, bon... voilà. Voilà, c'est bon. Faut que je vois ça aussi. Voilà. Bah, vas-y. La roue de la fortune qui part, puis revient, et qui tantôt en haut, tantôt en bas se tient, les changements du temps qui n'ont jamais de cesse, mais qui en bien ou mal et marchent et se pressent, fracas des armes, chagrins et inimitiés, force de l'amour, grâce de l'amitié, tout ceci, j'entreprends en ce jour de compter pour expliquer comment cela fut supporté par une jeune fille et un jeune homme liés par une pure et sans nul défaut amitié, et qui fut un jour esclave de la passion, qu'il vienne ouïr ce dont est fait ici mention, pour prendre exemple et enseignement, et bâtir à son tour une amitié pure et sans mentir, car qui poursuit sa passion sans mauvais dessein, souffrira au début, mais aura bonne fin. Voilà, donc ça c'est le tout début du chant A. Et elle peut vous lire quelques extraits, donc autres. Oui, vas-y. Quand le roi et la reine annoncent la venue de l'année tout ça. Voilà, la naissance. On est au moment de la naissance de la princesse. De la jeune fille. Leur fille naquit. Le palais s'illumina lorsque la sage femme la prit dans ses bras. Guérison, soulagement et immense joie furent l'eau du pays, de la reine et du roi. Venelles et maisons en fil rayonnées, quant au quartier et au faubourg, ils festoyaient. Elle s'épanouissait en délicatesse, grandissant en beauté, en grâce et en sagesse. Adolescente, en accord et dire, la douce naquit un jour pour faire l'admiration de tous. Où vous n'en d'aller tout ça? Elle répondait, parée de toutes les grâces, elle brillait. La nature en a fait une charmante enfant, sans égal dans l'Occident et dans l'Orient, dotée de toute vertu et de toute grâce. Voilà. Donc vous avez des exemples, alors, on peut en prendre d'autres. Donc l'ensemble de la traduction correspond à 5000 vers pour l'instant. Et que vous... Je peux lire ça ou lire... Voilà, ligue de voilà, donc ça,
elle est touchée. C'est quand elle a entendu déjà les sérénades de celui qu'elle ne connaît pas encore. Donc elle parle à sa nourrice. C'est ça. Néna, un grand chagrin afflige mon esprit, car m'ont abusé ses chants et ses mélodies. Alors impatiemment je désire à tout prix savoir qui en est l'auteur. Voilà mon souci. Ce désir me remplit d'une grande émotion. Je m'évanouis à sa seule évocation. Ne crois pas que ce désir est inconvenant, sinon je préfère tomber morte à l'instant. Mais comme je prends du plaisir en l'écoutant, je voudrais le connaître et le voir plus souvent, car en juger sa témérité et ses chants, le rameau d'un grand arbre doit être vraiment. Les qualités ne vont à l'ordinaire humain. Elles habitent les êtres de grand destin. Tout au fond de moi, je sais que cet audacieux a été élevé dans un noble milieu. L'arbre qui a fait une fleur si parfumée, c'est dans un milieu beau et digne qu'on l'a planté. Donc, vous avez maintenant vous avez une petite vision de ces extraits. Alors évidemment, là, ce qu'on vient de faire avec Anne-Marie, c'était un acte de barbarie, puisqu'évidemment, à l'époque, il ne fallait surtout pas lire des extraits. Il fallait vraiment faire la continuité et s'arrêter exactement à l'endroit où on avait prévu. Mais ça vous permettait quand même de vous donner un peu une petite idée de la sorte. Alors, le texte, donc, parce que moi je vais parler du texte dans les grandes lignes, le texte est truffé aussi de petits événements. Par exemple, là, ce que je vous ai lu, correspond donc à une partie du texte qui est juste avant donc, la maladie de la Dorcas, parce qu'évidemment il souffre d'amour, donc il est malade, et il ne sort pas de chez lui. D'un seul coup, évidemment, comme il ne sort pas de chez lui, personne ne chante, et après il essaye de savoir quand même qui chante, et par ailleurs, la princesse rentre dans sa chambre totalement par hasard, et évidemment, comme c'est une princesse, donc ça veut dire et femme et noble, la première chose qu'elle fait, c'est de fouiller ses affaires, et elle trouve quoi? Elle trouve son portrait. Voilà. Mais donc là, on rentre dans un autre cadre, c'est-à-dire qu'il a été capable de faire le portrait juste par son souvenir sans qu'elle pose devant lui. Et si vous voulez, cet ensemble de propositions, c'est-à-dire le téméraire, le combattant, la capacité de dessiner, fait qu'elle est persuadée que c'est forcément quelqu'un de noble. Et donc, si vous voulez, c'est un peu un juste retour des choses, parce qu'on considère que l'auteur, c'était quelqu'un qui appartenait à la famille des nobles vénitiens. Son nom est inscrit dans le livre d'or de Venise. Mais en même temps, comme ils étaient en Crète, ils n'étaient pas considérés aussi nobles que les autres nobles. Et donc là, on a ce jeu qui intervient dans le cadre donc, de son œuvre. Et vous pouvez imaginer, alors si vous ne voulez pas lire de façon versifiée l'œuvre, maintenant il existe une traduction en prose par Denis Colère, donc directeur de recherche au CNRS, et avec qui on a eu la chance justement de collaborer par rapport à ça. Moi, si vous voulez, par l'influence grecque, je considère qu'il faut forcément le mettre en vers. Donc, pour vous rendre compte, si vous voulez, de ma difficulté par rapport à ce point-là, c'est essayer d'imaginer Tartuffe en vers libre. Voilà. Ben, vous verrez, vous aurez des difficultés, mais peut-être que vous passeriez à Don Juan. Mais bon, c'est un peu un registre différent. Voilà, donc c'était le but de cette conférence, de vous faire une petite entrée donc, dans le domaine du XVIIe siècle via la littérature, et de vous rendre compte qu'il y a un équivalent, si vous voulez, entre guillemets, de Don Quichotte en Crète, qui correspond du point de vue des lettres à, si vous voulez, une maturité en Crète. Alors, elle vient d'où cette maturité? Eh bien, elle vient des savants qui sont venus de Constantinople, après la chute, donc en 1453. Ils ont fini, certains d'entre eux sont restés en Crète. Et ceux-là ont permis d'enrichir la culture et les lettres locales, jusqu'à devenir, si vous voulez, un des monuments de la Grèce du XVIIe siècle. Voilà, merci bien.